Le premier match de hockey documenté a lieu entre deux équipes de l'Université McGill le 3 mars 1875 sur la patinoire de l'Arena Victoria de la rue de Drummond. C'est en voyant les joueurs lors d'une partie sur la patinoire extérieure du Carnaval d'hiver de Montréal en 1889 que Lord Stanley, gouverneur général du Canada, y aperçoit l'opportunité d'offrir une coupe aux champions. Et c'est dans un salon de l'hôtel Windsor que 6 équipes décident en 1917 de fonder la Ligue nationale de hockey. Il est donc difficile de dissocier hockey et Montréal. Le Suisse et professeur de théologie Olivier Bauer en a même écrit quelques ouvrages et présenté un cours universitaire sur le culte du club de hockey canadien au Québec. Nous avons longtemps dit que le hockey ici n'est rien de moins qu'une religion. Les comparaisons entre ce sport et le catholicisme ne manquent donc pas. On parle encore de la Saint-Flanelle ou bien du Saint Graal dont les Canadiens en ont gagné 24. On surnomme Ron Fournier le prophète où on retrouve notre sauveur en Jesus Price et l'équipe, à ce jour, peut encore compter sur la mélodie de l'orgue lors des arrêts de jeu. Karl Marx aura parlé de l'opium du peuple en décrivant les religions et avoir les débats en ligne et dans les lignes ouvertes le lendemain d'un match, on pourrait présenter le hockey au Québec de la même expression. Comme toute religion, le hockey a aussi ses lieux de pèlerinage. Sa Mecque, sa place Saint-Pierre ou son Bénarès. Ce lieu pour les amateurs de sport a longtemps été le sujet d'aujourd'hui. Mon nom est Martin Bérubé et aujourd'hui, dans cette nouvelle histoire d'archives, je vous présente l'histoire du Forum de Montréal. Si avant tout, le Forum a été témoin de l'essor de légendes sur glace, cet immeuble a aussi façonné l'identité de la ville dans le cadre de concerts, de rassemblements, d'émeutes et de remises en question. L'histoire du Forum est en soi une capsule temporelle où les échos des foules en délire, la brillance des athlètes et les mélodies des musiciens emblématiques résonnent encore dans le zeitgeist montréalais. Cette histoire commence en 1908 quand Joseph-Alphonse Christin et le club sportif Le Montagnard, une des deux équipes de hockey francophones qui, à partir de 1898, encouragent la construction de patinoires un peu partout au Québec, érigent à l'intersection de la rue Sainte-Catherine et Atwater un patinoire extérieur encerclé par un anneau couvert pour le patin à roulettes, sport populaire à l'époque. Selon la presse locale, le jour de son inauguration, le Forum est un véritable palais du sport et laisse dans l'ombre les autres amphithéâtres de ce genre dans la métropole. Durant l'été, le centre sert de salle de spectacle extérieure où les gens peuvent voir des scènes de vaudeville et des performances de cirque. L'hiver venu, illuminé de plus de 10 000 ampoules, on y retrouve un restaurant, une glace de 60 pieds sur 240, en plus d'une surface de curling et de multiples espaces d'exercice distincts pour messieurs et pour dames. Le nom, vous devinerez, vient de la place publique principale de la Rome antique. L'importance historique, religieuse et politique du Forum en Rome a fait de l'endroit autour duquel toute la vie de la ville s'articule, et c'est ce que cherchent à reproduire les promoteurs du projet de Montréal. À la même époque, la ville est plus hockey que jamais. Des équipes comme le National, les Victorias, les Shamrocks, le Montreal Amateur Athletic Association et les Wanderers se disputent déjà la Coupe de Lord Stanley. 1908, voulant tirer avantage de la rivalité naturelle entre les Anglais et les Français de la métropole, le très irlandais Jack Ambrose O'Brien forme une équipe entièrement francophone, menée par Jean-Baptiste Jack Laviolette. Ce sera un des 5 clubs fondateurs de la nouvelle Association nationale de hockey qui compte des équipes en Ontario et à Montréal. Les Wanderers jouant à l'Arena de Westmount et jouant leur match à l'Arena Jubilee, le club de hockey, le Canadien. Le hockey professionnel de l'époque est un mélange de différentes ligues et de différentes équipes. Avant la fondation de la Ligue nationale en 1917, plusieurs circuits sont apparus et disparus au fil des ans, souvent à cause de querelles entre les propriétaires d'équipes. À sa première saison, la LNH compte sur 4 équipes, soit les Senators d'Ottawa, les Arenas de Toronto, et à Montréal, on retrouve les Wanderers et le Canadien. Les 2 équipes locales disputent leurs matchs sous un seul et même toit, l'Arena de Montréal qui, ironiquement, est situé à Westmount. Cet amphithéâtre est érigé en 1898 à l'intersection de la rue Sainte-Catherine-Ouest et de l'avenue Wood. Ce sera une des premières patinoires à être munie d'une bande d'environ 1,2 mètres ou 4 pieds de hauteur, au coin arrondi, comme c'est la norme encore aujourd'hui. Le 2 janvier 1918, c'est la catastrophe. L'Arena de Montréal est complètement détruite par un incendie. Si le Canadien peut retourner à l'Arena Jubilée, c'est une toute autre histoire pour les Wanderers. L'équipe anglophone voit la grande majorité de son équipement partir en fumée
et les coûts faramineux pour les propriétaires les forcent à fermer l'équipe après seulement 4 parties dans la nouvelle ligue. Ce n'est que de courte durée pour le club de hockey canadien qui voit, pour une seconde fois, en moins d'1 an, son domicile être la proie des flammes. L'aréna Jubilé se trouvait rue Sainte-Catherine-Est, à l'intersection de la rue Marlborough, renommée Alphonse des Rois depuis. Avril 1919, le CH doit une fois de plus plier bagage et se retrouve à l'aréna Mont-Royal, une patinoire naturelle intérieure qui sera construite juste à temps pour la saison 1920, à l'angle de l'avenue Mont-Royal et de la rue Saint-Urbain. Il faut alors attendre en 1924 pour que la communauté anglophone effectue un retour dans la LNH. Grâce à l'arrivée du Montreal Hockey Club, qui prendra rapidement le surnom des Maroons, dû à la couleur de leur chandail. La prospérité d'après-guerre permet de convaincre les riches Montréalais anglais qu'ils ont une place dans la NHL. Le trio de Sir Edward Beatty, président du Canadien Pacifique, du sénateur Donald Raymond et de l'homme d'affaires William Mitchell Norty formeront le Canadian Arena Company. Ils ramassent les fonds nécessaires à l'achat des terrains et à la construction d'un nouvel aréna au pied du Golden Square Mile, ainsi que les droits d'entrée dans le circuit Calder qui verra 2 nouvelles équipes en 1924, le Montreal Hockey Club et les Bruins de Boston. Ces droits s'élèveront à 15 000 $, dont 10 000 iront à Léo Dandurand, actuel propriétaire du club francophone qui s'est laissé convaincre de partager le marché local. En plus de la construction de l'immeuble, l'architecte John S. Archibald est aussi responsable de trouver son emplacement et il retient alors 2 endroits. Les terrains du séminaire à l'angle Atwater et Sherbrooke, ou juste un peu plus en bas de la côte, au sud de ce qui deviendra Maisonneuve. C'est ce 2e endroit qui sera choisi. On estime les coûts à 1,2 million avec l'achat foncier et l'expropriation du forum original qui occupe 60 % du terrain choisi, dans le quadrilatère des rues Sainte-Catherine, Atwater, Maisonneuve et Lambert-Close. Si on imagine d'abord le nouveau forum avec 12 500 sièges, on revoit son chiffre à la baisse et on opte finalement pour une patinoire plus modeste de 9 300. Les travaux débutent en juin 1924 et la construction complète ne prend que 159 jours. Le nouvel aréna des Maroons sera prêt pour son match inaugural. L'édifice, aux lignes élégantes mais simples, mesure 90 mètres avec une profondeur de 110 mètres. L'entrée principale de la rue Sainte-Catherine est coiffée d'un fronton, percé d'un œil de bœuf et d'une marquise au-dessus des portes. Au niveau de la rue, tout autour de l'immeuble, 3300 mètres carrés d'espace d'affaires sont à la disposition de différents commerces. Peut-être un signe divinatoire, le premier match au Forum a lieu le 29 novembre 1924 devant 9 400 personnes et se termine par une défaite de 7-1 des St. Pats de Toronto, non pas contre les Maroons, mais par le club de hockey canadien. La température est clémente en cette fin novembre et l'équipe de Dandurand ne veut pas prendre le risque que la surface glacée de l'aréna Mont-Royal ne soit pas prête pour le match et il déplace donc l'affrontement dans l'ouest de la ville. Mais la réelle raison est probablement monétaire. L'équipe francophone menée par son joueur vedette anglophone Howie Morenz est championne en titre avec déjà une 2e Coupe Stanley et remplir les sièges du Forum est de loin plus payant que ceux de son domicile régulier. C'est d'ailleurs le début d'un conflit avec l'aréna de l'avenue Mont-Royal qui se culminera par le déménagement permanent du club canadien sur la glace du Forum. Notons d'ailleurs que le propriétaire du club, Léo Dandurand, et le président de la Canadian Arena Company, Donald Raymond, sont de très bons amis. Au point où, en 1935, la compagnie immobilière se porte acquéreur de l'équipe pour la modique somme de 165 000 $. La Canadian Arena Company devient alors propriétaire des 2 équipes montréalaises. La Grande Dépression sera difficile pour les 2. Les billets ne se vendent tout simplement pas. Les amateurs de Montréal ne peuvent plus faire vivre 2 équipes. Même si les rumeurs envoient le club canadien à Cleveland, ce sont les Maroons qui suspendent leur activité en 1938. L'aréna voit sa première transformation en 1949 quand on y ajoute 3 163 sièges. Pour réussir cet exploit de 600 000 $, on relève les murs de chaque côté de la patinoire et on donne un nouvel angle au toit pour permettre une vue sur la patinoire. De l'extérieur, l'agrandissement se remarque par la hauteur sur les rues Atwater et Lambert-Close et à la construction qui donne une forme de W à la toiture. Ces sièges sont plus que nécessaires. Très tôt dans son histoire, le Forum devient le plus important espace de divertissement populaire à Montréal. Quand ce n'est pas le hockey, ce sont les spectacles de toutes sortes qui se partagent l'endroit.
Pensons aux Ice Capades ou aux Ice Follies qui offrent un spectacle différent sur la glace du Forum pendant le temps des fêtes. On pourrait aussi parler des joueurs des Harlem Globetrotters, des Cirque Shriners ou Hamid Morton, mais à Montréal, il y a des incontournables. Mesdames, Messieurs, dans le coin bleu, on retrouve la lutte au Forum qu'on diffuse même à la télé et qui reçoit les vedettes du Grand Ring. Que ce soit Yvon Robert qui était à la lutte des années 40 que Maurice Richard était au hockey, sans oublier la famille Rougeau, Mad Dog Vachon, allant jusqu'à Hulk Hogan et le Géant Ferré. Dans le coin rouge, de grands noms de la boxe de toutes les époques se sont rencontrés. En 1949, Jack LaMotta perd dans une décision très controversée contre le Français Laurent Dutuil. Les Américains Sugar Ray Leonard, Michael et Leon Spinks y gagneront les médailles d'or lors des Jeux olympiques de 1976. Puis, il y a eu les frères Hilton, Yvon Durel, Gaétan Hart ou Eddie Mello qui ont tous croisé le fer sous les projecteurs du Forum. En 1955, le Rocket fait la pluie et le beau temps pour le bleu-blanc-rouge. Le 13 mars, après avoir reçu un coup de bâton de Hal Laco dans un match contre les Browns à Boston, Maurice Richard riposte en assénant un coup au joueur anglophone avec son propre bâton. Retenu par un des juges de ligne, alors que Laco continue à taper sur le numéro 9, Richard frappe l'officiel pour se libérer. Ces gestes de Richard, reconnus pour avoir la mèche courte, seront punis d'une suspension pour le reste de la saison, incluant les séries. Cette sanction est jugée excessive par les partisans qui voient en cette décision un mépris envers le joueur francophone. Le mécontentement atteint son paroxysme lorsque le président de la Ligue, ayant émis la suspension, Clarence Campbell, a le culot d'assister au match du 17 mars au Forum, et ce, malgré les multiples menaces contre sa personne. Un homme présent à la rencontre réussit même à gifler Campbell juste avant qu'une bombe à gaz lacrymogène soit lancée près du président de la Ligue. Le match est alors suspendu et le Forum évacué. Aux 15 000 partisans dans l'aréna s'ajoute une foule amassée à l'extérieur et le secteur est mis à feu avec des émeutes violentes qui durent une bonne partie de la nuit. Le résultat, environ 100 personnes sont arrêtées et on estime les dommages, ajustés pour l'inflation, dépassant le $1 million. Privé de leur meilleur joueur, le Canadien perd en finale la Coupe Stanley contre les Red Wings à Détroit. Les émeutes de 1955 témoignent de l'importance du hockey au Québec, où ce sport est un véritable symbole d'identité culturelle et nationale. L'incident reflète également les tensions sociales qui existaient énormément à l'époque et qui, certains diront, existent à moindre mesure encore aujourd'hui. La Ligue des 6 équipes originales tire à sa fin. En 1967, la LNH double et passe à 12 équipes. Il est temps pour le Forum de se refaire une beauté. Ce seront les rénovations les plus importantes depuis sa construction. On songe d'abord à bâtir un nouvel aréna, et rien de moins que 36 terrains seront proposés. Mais avec le métro dont le terminus Atwater s'arrête juste devant la porte, on prend la sage décision de reconstruire en conservant ce que l'on peut de l'ancien immeuble. La reconstruction doit se faire durant l'été entre les deux saisons. Comble de malheur pour le chantier, les Montréalais balaient les Blues à Saint-Louis en finale de leur 15e Coupe Stanley. Dès le lendemain, l'entraîneur Hector Toblake annonce sa retraite après 13 saisons et 8 coupes à la barre du club et la démolition commence déjà sur le vieux Forum. Les colonnes intérieures qui faisaient sacrer ceux qui se trouvaient derrière durant un match sont finalement démolies et on profite pour ajouter 2452 sièges et 10 loges luxueuses. Pour ce faire, on installe au-dessus du toit 2 énormes ponts d'acier de 105 mètres pour soutenir le nouveau plafond. Ces ponts seront la signature visuelle de l'immeuble. Signature comme les nouveaux escaliers mécaniques qui se croisent dans le hall d'entrée de la rue Sainte-Catherine comme des bâtons lors d'une mise au jeu. On dit alors adieu à l'architecture néoclassique qui laisse place au style international de la fin des années 60. L'extérieur de l'édifice est recouvert de panneaux d'aluminium de 16 mètres de hauteur et de panneaux de béton et de granit coulé. Seulement 118 jours plus tard, la nouvelle mouture du Forum est inaugurée avec le premier match le 2 novembre 1968 qui se traduit par une victoire sur les Red Wings de Détroit. Le Forum, c'est aussi le tout premier match de hockey télévisé en 1952, la première Zamboni en 1955, la série du siècle de 1972, et pour continuer notre analogie religieuse, il ne faut pas oublier la bagarre du Vendredi Saint. Mais c'est également les Jeux olympiques de 1976 où se déroulent les finales de basketball, de boxe, de volleyball et de handball, et les différentes compétitions de gymnastique.
C'est même durant ces Jeux qu'une jeune Roumaine de 14 ans viendra voler la vedette avec la première note parfaite de 10 dans le cadre de compétitions de gymnastique. 073, qui était le numéro de compétition, et 1.00. C'est réussi, bravo! Mais on lui donne 1, mais en réalité, c'est 10. Une certaine Nadia Comaneci repartira du forum avec 5 médailles d'or, 3 d'argent et 1 de bronze. Encore aujourd'hui, presque 50 ans plus tard, Comaneci a une place dans le cœur de la majorité des Montréalais qui ont vu la jeune fille faire des acrobaties dans l'enceinte du forum. Au plafond de l'édifice, on retrouve les bannières et des numéros des plus grandes vedettes sur glace. On pourrait facilement ajouter quelques bannières pour les autres vedettes ayant passé dans l'amphithéâtre. Nous pourrions nommer les Beatles, qui, le 8 septembre 1964, dans leur seul et unique passage à Montréal, donnent 2 spectacles la même journée. Localement, on pense à notre Céline nationale qui a fait salle comble trop souvent pour le comté, le dernier spectacle de Jerry et Offenbach. Il faut évidemment parler de Freddie Mercury et compagnie, qui en 81 fera une captation appelée Queen Rocks Montreal. De Pavarotti à Kiss et de Sinatra à Pink Floyd, les cris de la foule en délire du Forum a été pour des centaines d'artistes locaux et internationaux ce qu'ils se rappellent le plus de Montréal. Il est plutôt difficile de parler du Forum sans parler de ses multiples propriétaires ayant marqué eux-mêmes leur époque. D'abord, Léo Dandurand, qui à un point ou à un autre est propriétaire de l'hippodrome Blue Bonnets et des Alouettes de la Ligue canadienne de football. Déjà actionnaire minoritaire, la famille Molson fait l'acquisition en 1955 de la Canadian Arena Company et c'est le début de la première ère de la famille montréalaise dans le giron du Forum et bien sûr du club de hockey. En 1971, le groupe passe aux mains de la famille Bronfman, déjà propriétaire des Expos, pour la somme de 13 millions de dollars, qui seulement, 7 ans plus tard, la revend pour 20 millions à la famille Molson. C'est à ce moment que l'équipe se trouve à l'étroit dans le vieil immeuble. Encore une fois, les rumeurs d'un nouveau forum font les manchettes. La Ligue nationale est en expansion et le sport connaît une nouvelle popularité, ce qui pousse les équipes originales à quitter leurs anciens amphithéâtres. Seulement en 1995, les Bruins mettent la clé dans le vénérable Boston Garden, où l'équipe joue depuis 1928, pendant que les Blackhawks font démolir le Chicago Stadium de 1929. Il est temps pour Montréal de penser au 21e siècle. L'équipe déménage ses patins quelques rues vers l'est sur le site de la gare Windsor où est érigé le Centre Molson. Aujourd'hui, le Centre Bell, équipé de 21 302 sièges, est encore le plus grand aréna dédié au hockey et un des amphithéâtres les plus occupés de la planète. Si cette vidéo est populaire, je vous promets une suite en faisant l'histoire du Centre Bell. Le dernier match a lieu le 11 mars 1996 dans une victoire de 4-1 contre les Stars de Dallas et leurs entraîneurs Bob Gainey et Guy Carbonneau, ayant eux-mêmes fait les beaux jours du Forum. Si la victoire est appréciée, la grande majorité des gens vous parleront surtout de l'ovation à Maurice Rocket Richard qui, plus de 36 ans après sa retraite, est applaudi pendant plus de 7 minutes. C'est aussi le premier passage du flambeau, image forte encore utilisée dans le cadre des cérémonies de l'équipe et qui représente bien l'importance de l'histoire du club. Seulement 5 jours plus tard, une autre victoire contre les Rangers de New York inaugure le 5e aréna du club de hockey canadien qui attend toujours sa première coupe dans le nouvel immeuble. Il est difficile de savoir si les fantômes s'y trouvent toujours, mais à plus de 72 ans au service des Montréalais, des millions de souvenirs y ont pris place. À la fermeture, on place des milliers d'objets aux enchères allant des bannières au plafond jusqu'aux bancs originaux. Le départ de l'équipe, voilà presque 30 ans, fait mal au secteur Shaughnessy, qui, aujourd'hui, peine à retrouver une identité. L'immeuble est transformé en centre d'amusement où on retrouve principalement un cinéma. Il y a quelques photos accrochées et le mythique logo du CH au centre rappelle vaguement 70 ans d'histoire. L'endroit est plutôt triste. Si auparavant il y avait quelques sièges rouges originaux pour se prendre en photo, question de marquer sa visite, ils ont depuis été enlevés et déplacés dans un corridor ignoré au premier étage. Plusieurs locaux commerciaux sont vides et à l'exception de quelques vitrines souvenirs, il faut chercher bien fort pour trouver des traces de l'histoire du hockey. Pourtant désigné lieu historique national du Canada en 1997, l'extérieur n'est pas bien mieux. En voulant lui donner une apparence postmoderne high-tech à la mode au tournant du siècle, l'immeuble est peint complètement en noir comme s'il portait ses habits de deuil. Ce n'est pas exagéré que de dire que ce forum a connu de meilleurs jours. Depuis sa construction en 1924 jusqu'à sa rénovation en 1968,
C'est dur à croire aujourd'hui, mais c'est à cet endroit que l'histoire du hockey fut réécrite à plus d'une reprise. Comme d'habitude, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre votre pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne. Si le sujet vous intéresse, vous retrouverez dans la description certaines des sources utilisées dans cette vidéo. Pour le moment, mon nom est encore Martin Burbé et je souhaite de vous revoir lors d'une prochaine Histoire d'archives.